la présence du membre du CSP, le ministre Vincent Pierre Lecroux, ici présent. J'ai également salué la présence du professeur Dédé Seri du CSP. Je salue également la présence du VPE Laurent Otro, du deuxième VPE Monet Agnès, du VPE Toutou Toussaint, du directeur de cabinet du comité de contrôle Étienne Guessan, la VPE, la ministre Angèle Bokakela, que je salue. Je salue également le SGA Étienne Kwasi Lazare. Je salue la présence du SGA Assis Ondrin Théodore, qui est là. Ondin Théodore, qui est présent. Le SGA 3, Fofana Mizata. Le SGA Bailly Honoré Martial. Le SGA Patrice Couté. Je vais progressivement saluer la présence de toutes ces sections-là. Je salue également le SGA, l'honorable Anthony Garou, le député de Ouaragayou. Vous êtes conviés donc aujourd'hui au 24e numéro de la tribune PPACI, après la démonstration de force qui a eu lieu le 5 et 6 avril dernier à Beauville. Rien que ça, on peut dire que ce jour-là, le PPACI a envoyé un message fort au pouvoir, au peuple de Côte d'Ivoire, qui avait pris plaisir à dire que le président Gbagbo c'était fini. On a montré comment il est fini. Il est fini comme à Beauville. Quand je dis ça, aujourd'hui donc, la tribune portera sur les points suivants. En premier point, présidentielle 2025. On vous dira pourquoi le sous-braquage de la BCEAO comme prétexte pour empêcher la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025 ne passera pas. En deuxième point, le ministre Katina va vous expliquer l'impact de la dette en Côte d'Ivoire sur la vie des Ivoiriens. Mais avant l'intervention du ministre Katina, on aura droit à une déclaration du secrétaire général, l'honorable Gervais Teïdé, qui portera sur le délai conseil des ministres, la déclaration de porte-parole du gouvernement et surtout le constat de fébrilité qui gagne le pouvoir depuis l'annonce de la candidature du président Laurent Gbagbo. SG, avant que le ministre Katina n'intervienne, je vous laisse donc la place afin d'intervenir et dire un mot sur ceux pour qui la fébrilité était un compagnon aujourd'hui. Je vous remercie. Chers amis de la presse, aujourd'hui, c'est le ministre Katina qui va animer ce 24e numéro de la tribune du PPACI. Mais en tant qu'acteur politique, nous avons le devoir d'être réactifs et de rassurer la population de Côte d'Ivoire lorsque ceux qui ont les manettes du pouvoir font preuve de fébrilité inquiétante, pour que le peuple de Côte d'Ivoire, qui retrouve le président Laurent Gbagbo plus requinqué que jamais, pour que ce peuple-là soit rassuré. Pendant plus de 10 ans, notre peuple ivoirien a vécu dans l'angoisse, en soupirant de douleur
d'inquiétude, d'anxiété pour le lendemain. Et le président Laurent Gbagbo est revenu. Et ce peuple retrouve le sourire, retrouve à nouveau l'espoir. C'est à ce moment-là que ceux qui sont au pouvoir, dont le comportement devrait être caractérisé par la sérénité, font preuve d'une fébrilité qui fait certes pitié, mais qui est inquiétante. C'est pour cela que, en tant que secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, j'ai souhaité prendre la parole avant que l'objet du jour soit abordé pour rassurer le peuple de Côte d'Ivoire, au nom du président Laurent Gbagbo. Ceux qui s'agitent depuis quelques jours, à commencer par le secrétaire exécutif du RHDP, et puis hier au Conseil des ministres, semblent oublier que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont les attitudes des tribus assiégées qui inquiètent. Nous, au PPACI, nous n'avons aucun problème de justice concernant le président Laurent Gbagbo quant à son inscription sur la liste électorale. Cela est derrière nous dans la mesure où une décision d'une cour de justice africaine qui transcende les tribunaux ivoiriens a demandé solennellement et formellement à la Côte d'Ivoire et à la commission électorale de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour que, conformément à notre tradition du asseyons-nous et discutons, pour que nous soyons conformes à cela et que nous voyions ensemble comment aborder l'échéance 2025 avec calme et sérénité, c'est pour que cela soit que le PPACI a pris sur lui d'écrire au gouvernement pour une séance de travail sur toutes ces questions, pour que le peuple soit rassuré que 2025 qui approche là, ce sera des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. C'est de ces questions-là que nous souhaitons discuter avec le gouvernement. Et plutôt que de nous répondre pour qu'on s'asseye et qu'on discute, nous les voyons malheureusement s'agiter comme des fourmis qui reçoivent des braises en leur sein, alors que nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons que faire un rassemblement à Beauville. Nous n'avons fait qu'annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo lors d'une convention qui va se passer le 10 mai. Et nous n'avons même pas encore commencé les premiers échauffements du match. Et ils sont dans tous leurs états et avec des propos à la limite du supportable et avec des déclarations péremptoires en lieu et place des institutions judiciaires. Si tant est que la condamnation dont ils se prévalent pour éliminer le président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une condamnation judiciaire, je suis surpris et le PPACI ne comprend pas que ce soit le gouvernement qui se substitue aux institutions judiciaires pour déclarer urbi et orbi que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Nous voulons rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est éligible, il sera candidat, il va gagner pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Je vous remercie. Encore une ovation pour le secrétaire général pour cette déclaration. À la suite donc de la déclaration du secrétaire général, je vais maintenant laisser toute la place au porte-parole au ministre Justin Katunda Koné pour animer cette tribune. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, camarades vice-présidents, camarades membres du CSP, camarades membres du secrétariat général, chers amis de la presse. Je ne vais pas revenir sur la liste des invités, je voulais vraiment vous saluer. Merci d'être présent, merci au doyen Otro qui s'est déplacé, merci beaucoup pour votre présence, merci au ministre Pierre Lecroux, surtout au NGA, au vice-président Soro et mes deux tantis. Oui, merci à vous tous, NG d'être là. Le NGA a facilité ma tâche. Parce que ces derniers jours, on a entendu des choses bizarres dans ce pays.
Mais nous avons le devoir quand même de revenir sur un certain nombre de choses. Je voudrais saluer la presse. Merci pour votre présence. Et vous dire que les 2 derniers mois, notre calendrier au niveau du parti était tellement chargé qu'on n'a pas pu organiser notre tribune. Évidemment, ça laissait un vide et nous avons fait l'objet de beaucoup d'interpellations. Je crois que le grand patron lui-même est monté au créneau pour nous interpeller à une réunion. Il ne veut plus voir de ce vide-là, donc on s'attelle à le combler. Et donc notre tribune va reprendre le cours normal aux tribunes. Chaque 2 semaines, on se retrouvera pour discuter de ces questions-là. On voudrait donc vous excuser, vous les journalistes et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux, chaque 2 semaines, et certainement cet espace leur a manqué. Je voudrais également dire que nous allons discuter de 2 sujets. Tout à l'heure, le présentateur l'a dit. Il s'agit de l'évidente candidature du président Laurent Gbagbo pour nous, et puis un sujet à lequel le gouvernement s'amuse, mais qui est un sujet extrêmement important pour la Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont partir, et en partant, il ne faut pas qu'on nous laisse un pays avec une ardoise des dettes inimaginables. Et donc nous sommes obligés de revenir là-dessus. Je pense même que on va revenir régulièrement sur cette question-là par séquence, de sorte que les Ivoiriens comprennent les enjeux de la question et l'impact sur notre vie. Donc voici les 2 sujets. Mais avant, il est important de rappeler le contexte dans lequel nous évoluons. Le contexte, il est à la fois national et international. Au niveau national, il faudra se rappeler que, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, au PPACI, on a cru percevoir quelques signaux de décrispation donnés par le gouvernement, par le régime RHDP, après la victoire des éléphants à la CAN. La libération des prisonniers d'opinion, de certains prisonniers d'opinion, qui était une demande très forte du président Laurent Gbagbo, attendue des Ivoiriens, elle a eu lieu, même si nous avons encore 111 personnes d'opinion dans les prisons, et cependant, on ne pouvait que se féliciter de la façon dont de cette première vague, de cette vague qui est sortie. Nous sommes félicités pour cela. Le président lui-même a exprimé sa satisfaction. Il y a également le coup de fil entre l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ils se sont parlé. Ça faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Pour nous, c'était un bon signal. Et nous nous sommes félicités pour cela. Et on a même annoncé que certains des collaborateurs de M. Soro Guillaume étaient rentrés. Donc pour nous, tout cela augurait, du moins, c'était la preuve des signaux que le gouvernement est maintenant dans les dispositions d'une décrispation pour que nous puissions aller à l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cet esprit que nous avons écrit au gouvernement, d'abord le 15 mars dernier, une lettre pour leur demander une audience au Premier ministre, son excellence Robert Mambé, lui dit on veut le rencontrer, le PPACI, pour discuter justement de la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On n'a pas reçu de réponse qu'à ce jour, on met ça sous le compte de leur calendrier surchargé, mais pour leur montrer l'intérêt de cela, on va montrer tout à l'heure les courriers à la presse. J'ai les copies des courriers qui sont là, ici, à la presse. Je vais vous montrer ces courriers pour que vous soyez connaissants de cela. Le vendredi 12, voici ça, c'est le premier courrier. C'est le deuxième courrier, le premier est là. Et le vendredi 12 avril, nous avons fait un courrier de rappel pour leur dire on n'est pas fatigué d'écrire. S'ils ne nous répondent pas, on va leur écrire. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on soit fatigués d'écrire et alors on envisagera une autre forme d'interpellation. Pour le moment, nous sommes à la phase des écritures. Donc, nous avons écrit au gouvernement, nous attendons la suite.
Donc, c'est dans tout ça, alors que nous étions, comme l'a dit le SG, on se dirait, bon, c'est conforme à notre esprit, à ce que nous discutons, c'est notre ADN, c'est notre génome. Et c'est à ce moment-là qu'on entend des bruits par-ci, par-là. Et on n'en a pas l'habitude, mais personnellement, nous trouvons qu'il est inacceptable que des personnes qui sont au pouvoir, que de surcroît occupent des fonctions importantes dans leur parti politique, parlent comme ça, avec légèreté et désinvolture. Quand on a écouté le secrétaire exécutif du RHDP, à la personne du Sieur Bakongo, beaucoup de personnes nous appelaient, il faut réagir, il faut que vous réagissez. On dit oui, on va réagir. Et en réaction, je voudrais rappeler cet adage de chez nous, une sagesse très africaine qui dit ceci. Dans un village, il y avait un vieil aveugle. Il n'allait jamais au champ, puis il est aveugle. Il restait au village. Et puis un soir, un matin, au moins que tout le monde est allé au champ, quelqu'un est venu chercher querelle, lui faire querelle. Le vieux, il est aveugle, lui, il ne sait pas. Il lui parle mal, il lui dit des choses. Et le vieux ne dit rien. Le soir, quand il arrive, son fils arrive, il arrive, il dit, ah, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est venu demander après toi. Mais il était laid. Il était très laid, ce monsieur. Il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas de des environnements. Il n'a pas grandi avec ses parents. Et il n'a pas d'enfant. Alors, donc le fils qui lui dit, mais attends, papa, tu es aveugle depuis 10 ans. Mais comment tu as pu constater la laideur de quelqu'un? Et tout ce que tu as dit là, comment tu as pu constater ça? Alors le vieux lui dit, on n'a pas besoin de voir pour constater la laideur de quelqu'un. Les propos qui sortent de la bouche d'un homme et qui s'adressent à quelqu'un de plus âgé que lui et qui est plus important dans la société que lui, ses propos, la laideur de ses propos détermine la laideur physique de la personne qui les dit. Et j'ai constaté qu'il était laid à cause de ses propos qu'il a tenus. Je n'ai pas besoin de le voir. Deuxièmement, j'ai compris qu'il n'est pas de chez nous. Parce que dans notre région, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, il y a une éducation minimum que nous avons. Des gens de chez nous et des gens qui sont à côté de chez nous ne parlent pas comme ça. Donc, j'en déduis que celui-là, il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas d'à côté. Il est doux. Deuxième conclusion. Troisièmement, il n'a pas de papa. Il n'a pas vécu avec ses parents. Parce que chez nous, le minimum qu'on donne comme éducation à quelqu'un, c'est le respect de l'aîné. Quelle que soit l'adversité, on lui parle, on trouve la formule pour lui parler. Quand tu parles comme ça, ça veut dire que tu n'as pas réussi d'éducation. Ou alors tu as fui tes parents, tu n'as pas vécu avec tes parents. J'ai compris qu'il n'a pas d'enfant parce que ce que nous donnons, nous avons le devoir de laisser à nos enfants plus que nous avons reçu de nos parents. Et ce que nous disons, ce que nous faisons, doit à chaque fois être une leçon de vie pour nos enfants. Mais quand nous parlons, faisons attention à nos enfants qui nous écoutent, puisque c'est ce que nous leur laissons comme éducation. Donc s'il avait des enfants, il ne se porterait pas comme ça. Et à mon fils, je te l'ai dit, et le vieux Luc l'a dit comme ça, mon fils, ce que je te dis s'adresse aussi à toi. Tiens compte en toutes circonstances de savoir comment tu parles, à qui tu parles et dans quelles circonstances on parle.
Je pense que ça manque beaucoup à M. Tissé Bakongo, qui n'en est pas à son premier essai. Les propos qu'il a tenus sont suffisants pour nous, au PPACI, pour ne même pas lui confier un poste secrétaire de base. Non, je vous le dis honnêtement, Tissé Bakongo ne peut pas être secrétaire de base du PPACI. Il n'a ni l'éducation pour ça, il n'a ni la formation pour ça, il n'a ni la sagesse pour ça. On comprend alors notre problème dans ce pays. Parce que si le président de la République, qui est chargé de conduire le pays, est entouré de ces gens de conseillers, le pauvre, je n'aimerais pas vraiment être à ta place. Je n'aimerais pas vraiment être à ta place. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça au hasard. Nous, là, quand nous abordons, malgré tout, quand nous parlons du chef de l'État, nous y mettons sous la forme. Par l'éducation et par la République. On ne peut pas servir la République et se comporter comme un voyou. Il était bon que les uns et les autres comprennent cela. C'est par sagesse qu'on ne répond pas. Mais attention, trop, ça commence à être débordant. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un parmi eux. L'adversaire du président Laurent Gbagbo, c'est le président Ouattara. Ce n'est pas eux. Ils s'excitent trop pour si peu. Ils s'excitent trop pour si peu. Nous sommes engagés. Nous sommes déterminés. Le PPACI a décidé qu'il avait son candidat. En quoi cela, eux, ça les perturbe? S'il est impopulaire, ils vont le gagner facilement. Où est le problème? On ne comprend pas la raison pour laquelle ils sont si excités pour si peu. Merci beaucoup. Nous, notre priorité, c'est l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025. Mais l'alignement de notre... J'ai fini avec... bon, on va pas s'éterniser sur... C'est anecdotique, on va passer à des choses plus sérieuses. Mais, avant que tu l'oublies, il a dit quelque chose d'assez grave, qu'il faut que je parte en lui. Il a dit, en parlant de président, qu'il était ontologique. Il dit, il est anthropologiquement établi qu'il ne peut pas diriger. Alors, je lui ai dit, on lui répond de façon simple, qu'on lui concède les bénéfices de l'ignorance. Parce qu'on suppose qu'il voulait parler d'ontologie. Quelqu'un, ontologie, ça, ce qui relève ce qui est intrinsèque à quelqu'un, c'est ontologique. Mais quand tu t'adresses, tu abordes la question sous l'angle anthropologique, c'est toute une communauté que tu vois. Alors, donc, j'imagine bien qu'il ne fait pas l'injure aux militants et les cadres de RHDP qui sont de la région du président Laurent Gbagbo, qu'eux, ils sont là-bas uniquement parce qu'ils sont incapables de gouverner et que c'est eux qui sont là pour les accompagner pour gouverner. Parce que quand tu parles d'anthropologie, tu renvoies forcément à une communauté. C'est l'ignorance. Je crois qu'il voulait dire ontologie. On le lui concède cette ignorance. Il a parlé également que le président Laurent Gbagbo a été... Il y a eu un non-lieu. Bénéficier d'un non-lieu. Alors là, on lui concède au moins, on préfère lui considérer le bénéfice de la mauvaise foi que celui de l'ignorance. Parce que un enseignant de droit à l'université, si tu dis ça, je ne peux pas permettre de dire que tu es ignorant. Je te conseille que c'est parce que tu es de mauvaise foi. Sinon, il y a une différence abyssale entre un acquittement et une condamnation. Un non-lieu. Juste pour ceux qui nous écoutent, pour ne pas qu'il y ait de confusion.
la seule étape dans la procédure à la CPI où on peut parler de non-lieu, c'était pendant la confirmation des charges. C'est cette étape-là qui remplace l'instruction chez nous. Mais quand un procès a eu lieu, ce n'est pas parce que la partie, l'accusé n'a pas présenté de témoins et que comme il n'a pas présenté de témoins, donc on lui sécure c'est un non-lieu. Non. Ça là, c'est en 2 années de droit, on l'apprend. C'est en 2e année de droit. La procédure pénale. Le droit pénal. Donc, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et c'est justement cet artifice-là que Bensouda a voulu utiliser quand elle a fait son appel. Elle a fait l'appel sur la base de, à la limite, en lieu et place de l'acquittement, il faut que vous disiez un non. On lui dit non, madame. Au stade où nous sommes, les juges nous ont dit, au stade où nous sommes arrivés là, c'est un acquittement. Ça veut dire que quoi? Le président Laurent Gbagbo n'est plus présumé innocent. Il est déclaré innocent. Voilà la différence, M. Bakongo, pour reprendre tes études de droit à la 2e année. Tout simplement. Il est définitivement déclaré innocent. C'est fini. Donc ça, on veut quand même le lui dire pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. J'entends souvent ça. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'on entend souvent ça. On est pour calmer les militants parce qu'à qui ils ont dû leur dire « Ah oui, mais attendez, vous imaginez, quand il est parti, il ne reviendrait plus, il est revenu. » Alors pour les calmer, on dit « Non, 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 on va se débrouiller. » Ce n'est pas un non-lieu, c'est un acquittement. Alors, l'ubiesque, c'est de dire que c'est le président Ouattara qui a intervenu pour que Gbagbo soit libéré. Bon, je vais dire quand même... Bon, excusez-moi, hein, mais quand quelqu'un décide de lui-même de quitter la nature humaine pour se donner une autre nature, excusez-moi, moi je ne peux pas. Et c'est tellement de nos problèmes. Comment on répond à des bêlements? Moi je ne sais pas. On ne comprend pas le langage des bêlements. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non, non, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires et connues. Quelqu'un, dans nos sociétés, il y a les transgéniques. Quelqu'un dit, moi je suis femme, je vais devenir homme. On lui accepte. Je suis homme, je vais devenir femme. On dit, ça marche. Quelqu'un dit, moi je ne suis plus humain, je vais devenir mouton. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, mais je vous l'ai dit. En toute honnêteté, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Et comme nous ne pouvons pas répondre, on ne sait pas le langage, moi je ne sais pas le langage des moutons, donc on ne peut pas lui répondre, on va s'arrêter là pour s'occuper de ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de la sous-région, le contexte, il faut quand même se faire un clin d'œil sur l'élection qui s'est passée au Sénégal. Et comme toujours, les gens se trompent toujours dans la lecture des événements. Ils voient, ils disent, ah non, c'est jeune, des jeunes qui sont revenus au pouvoir, il était dans ces prisonniers le pouvoir. Ça là, ce n'est pas ça qui est la leçon à tirer de l'élection au Sénégal. Ce n'est pas ça du tout. Oh, il ne faut pas nous divertir avec ça. Ce n'est pas ça. Celui qui n'a pas compris les élections, la leçon, il y a 3 grandes leçons à tirer des élections au Sénégal. Il y a d'abord les 3 grandes leçons, parce que ce n'est pas la jeunesse, il y a plus jeune que comment on appelle ça, Bachirou, qui gouverne dans le monde et même en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il est sorti de la prison qu'il est venu. Avant lui, plusieurs personnes, ça est arrivé à plusieurs personnes. Donc ce n'est pas ça où les gens veulent nous envoyer, non. La première leçon, c'est le peuple sénégalais qui a refusé un 3e mandat illégal,
qui a tenu à l'exception, à son exception démocratique, qui s'est battu pour que son exception démocratique soit conservée, qui s'est battu dans le sang et dans la sueur pour que son exception démocratique soit conservée. Ça, c'est la première leçon. Le peuple a protégé sa démocratie. La deuxième leçon, c'est que les fondements de toute démocratie, c'est la justice. La justice est l'institution qui garantit la démocratie. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sauvé la démocratie au Sénégal. Et quand je le dis, j'ai mon regard tourné vers le Conseil constitutionnel ivoirien et la justice ivoirienne. Cette volonté de sauver la démocratie au Sénégal tranche avec le harcèlement inutile qu'une justice, la justice ivoirienne met sur le président Laurent Gbagbo. Tout simplement, pour ne pas qu'il compétisse. Je l'ai toujours dit, et nous pensons au PPACI, d'ailleurs dans nos propositions de gouvernement, on le dira. Aucune réforme judiciaire au sens institutionnel, aucune réforme judiciaire au terme matériel, c'est-à-dire du texte, n'est capable d'accorder la liberté à un juge en dehors de sa propre conscience. On a beau donner tous les textes. Et le président Gbagbo l'a fait. Quand il est arrivé, il a créé le corps des magistrats en le détachant totalement. Et c'est devenu aujourd'hui, le salaire des magistrats est devenu le référent des autres grands corps. Mais malgré ça, regarde ce qu'on a fait. Vous l'envoyez quelqu'un à la BC en prison, quelque part, et vous organisez un procès, dont l'unique but est de faire en sorte que l'accusé ne soit pas présent. Mais ça, j'estime que chacun doit regarder ce qui s'est passé au Sénégal et puis se revoir. Ça, c'est la deuxième leçon. Le rôle de la justice dans le fond de la démocratie. Et la troisième leçon, qui est la plus importante aussi pour nous, l'élection au Sénégal est l'expression de la volonté des pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas francophone, de finir avec un ordre. C'est sur la base du discours de rupture de Pastef et de Ousmane Sonko que le Sénégal est arrivé à ce résultat-là. Ce faisant, sans se rendre compte, il donne même une légitimité à ceux qu'on appelle les ruptures anticonstitutionnelles, c'est-à-dire les coups d'État qui ont eu lieu, puisque c'est sur cette base-là que ces jeunes-là ont finalement l'adhésion, les populations les soutiennent, à cause justement du discours de rupture. Et ce faisant, il rejoint un homme à qui on doit reconnaître l'initiative, et qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pourquoi pour nous qui sommes engagés dans la lutte pour la rupture de l'ordre, on ne peut pas trouver meilleur candidat que Laurent Gbagbo pour mener ce combat-là pour nous. Ça, il faut que ce soit clair et compris. Donc, notre situation est la situation de quelqu'un qui a commencé un combat incompris en son temps, mais on le rejoint, et c'est à ce moment-là on dit non, il faut abandonner le combat. Mais pourquoi? Ça va? Allez. Ça va? Allô. Voilà.
C'est-à-dire, les autres, ils font ce que le président Laurent Gbagbo a commencé, il y a plus de 50 ans dans son combat. Et c'est à ce moment-là qu'on dit non, toi, il faut abandonner, il faut chercher les plus jeunes. Nous, on n'est pas dans un problème de jeunesse chez nous. On n'est pas dans un problème non. On est dans un combat qui est lourd, difficile, pour lequel quelqu'un a donné de son prix et qui continue de payer de sa vie. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Ce n'est pas un petit jeu pour nous. Donc, plus que tout, le président Laurent Gbagbo incarne toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi ce n'est même pas lui qui a décidé. C'est sur insistance de nos militants qui comprennent les enjeux géostratégiques. Parce que si nous ne comprenons pas ça et que nous pensons que quelques victoires par-ci, par-là sont suffisantes et que l'ordre est affaibli, qui ne reviendra pas, on se trompe lourdement. Cet ordre-là, il va reculer, il va s'organiser et il va revenir à l'assaut parce que cet ordre est vital pour eux. Donc, nous ne devons pas baisser la garde. Au contraire, tous les résistants à cet ordre doivent se réunir autour de symboles forts comme le président Laurent Gbagbo. Ne nous méprenons pas. La guerre en Ukraine, son rôle fondamental, tout ce qu'ils donnent à l'Ukraine pour résister, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens. Non. C'est pour pouvoir maintenir la Russie qu'ils considèrent comme l'aile militaire de le nouvel ordre, le maintenir bloqué là-bas pour ne pas qu'ils puissent venir les déranger ici. Donc la bataille là, elle n'est pas finie. Et ce n'est pas une petite, ce n'est pas une bataille de plaisantins. C'est une bataille de personnes déterminées. Et le président Laurent Gbagbo est allé au fourneau, il en est ressorti et il connaît donc plus que tout, il a toute la légitimité pour être notre candidat. Et c'est pourquoi nos militants qui comprennent très bien les enjeux géostratégiques l'ont choisi. Et c'est parce qu'ils sont conscients que ce tort, y compris les relais locaux, utilise tous les artifices pour empêcher, mais je dis vainement, la candidature du président Laurent Gbagbo. Et parmi ces artifices, c'est le faux braquage de la BCEAO sur lequel je voudrais revenir. Ce sera le deuxième point. On a fait un papier, le président avait promis à Agboville qu'un document devait être fait et il avait même imposé une date de mardi. Le document a été produit et il a été lu. Je crois que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, rentrez sur les réseaux, on va vous les distribuer. On a même souhaité que le LG voit dans quelle mesure on pourrait les distribuer aux structures de base pour qu'ils prennent possession parce que c'est un document sur lequel il y a des éléments de recherche qui ont été faits pour pouvoir prouver comment, et c'est ce que nous allons faire, on va reprendre quelques éléments ici, comment dans la réalité, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a braqué la BCEAO, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a braqué le président Laurent Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a braqué le président Laurent Gbagbo et on va vous donner les éléments pour vous justifier. Et pourquoi ça là, ça ne peut pas nous empêcher d'arriver à notre fin. Je ne reviendrai pas sur ce document son entier. Je prends vraiment quelques éléments pour que nous comprenions pourquoi nous devons nous battre de l'inacceptable. D'abord, il faudra relever qu'il n'y a pas eu de braquage ni à la BCEAO ni à la Banque centrale. Mais quand nous le disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu sait bien les choses. Au Ghana, on m'a poursuivi 1 an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle les échanges d'écriture, les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner et donner à mon avocat les pièces, les dépositions sur la partie desquelles ils font et ils accèlent leur poursuite. Mais c'était une mine d'or. Comme le président Laurent Gbagbo, j'ai dit, quand j'ai lu, quand maman m'a donné, j'ai lu ça, il dit, ah, c'est sur ça là. Ils veulent que le Ghana m'extradite. C'est pas possible. Dans aucune déposition, ni de la BCEAO, et quand je dis c'est les responsables, ni des banques centrales, des banques commerciales,
ne mentionne un quelconque vol quelque part. On a introduit M. Ama Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO, par intérim. Dites-nous, monsieur le procureur c'est le procureur Simplice, Kofi Simplice. On dit tous les noms. Ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à Jean-Pierre Maé, monsieur le directeur, parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayé par la presse. C'est ce que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, M. Ayaye Jean-Baptiste, répond à Ayaye, comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol à main armée à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin. C'est-à-dire quoi? Que 4 mois après les faits, le directeur de l'extérieur dit que lui ne sait pas qu'il y a eu vol à la BCAO, à la banque. C'est une façon très polie de dire, mon ami, nous on n'a pas volé, été volé. Et je n'étais pas au courant. Parce qu'un vol, là, braquage, là, cassé, là, ça c'est visible. Quand il est venu, on lui a donné un rapport détaillé. Mais il dit même, on est en train de faire l'inventaire pour voir ce qui a été retiré pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous citer tout. C'est vraiment important, ces éléments-là. Le témoignage du procureur et de M. Dogoni Suleiman, qui était le directeur de la BHCI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. M. Dogoni Suleiman. Dogoni Suleiman, c'est ça, oui. Durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. Quelle est votre part de connaissance des faits? Voici la déposition. Il lui répond. Monsieur le procureur, comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a 2 grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques appelées les banques, aussi banques nationales. Les banques majeures qui ont 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BHCI ont été réquisitionnées pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous recevions les fonds dédiés au paiement des salaires des fonctionnaires de l'Agence nationale de la BCAO. Ça c'est Dogoni. Le gouvernement ivoirien lui-même ne dit pas autre chose. Parce que ce qui est bien, c'est comptable. La comptabilité, là. Quand tu triches jusqu'à... Mais... C'est pourquoi moi, je n'ai jamais voulu être comptable. Parce que même 5 francs, là, tu vas prendre toute une journée pour chercher 5 francs. Parce que tes comptes ne sont pas équilibrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2013, la Cour des comptes interpellait régulièrement le gouvernement ivoirien sur le compte 470, ceux qui font les comptables publics, le compte 470, qui est un compte d'attente, compte d'avance de trésorerie. Ah oui, il y a un comptable qui est derrière, c'est de quoi je parle. Un compte d'attente. Ce compte d'attente, il est fait pour recevoir les comptes, les mouvements, des opérations qui ne sont pas arrivées à maturité. C'est-à-dire qu'on fait des avances sur fonds, parce qu'il faut payer les fonctionnaires, parce que s'il faut les payer, s'il faut faire la procédure, ça va être long, on fait une avance.
Et généralement, les 3 derniers mois, et un mois après, il y a en 2009, il y a un arrêté du ministre, en son temps, qui a pris, en 2009, que nous avons pris pour dire, ce compte doit être apuré dans l'année qui suit. Parce que c'est un compte d'attente. Et depuis 2013, ils n'ont pas pu apurer ce compte. Donc, la Cour des comptes qui ne comprend pas les relances. Et finalement, ce compte, il en restait 107 milliards 183 millions 088 813. Je dis, mais pourquoi vous n'arrivez pas à apurer ce compte? Finalement, le gouvernement va dire, le ministre des Finances va répondre à la Cour des comptes, ah, vous nous fatiguez trop. Voici ce qui s'est passé. En fait, le montant inscrit correspond au salaire payé par avance